Merci beaucoup. Très heureux de vous avoir avec nous ce soir, dans un contexte animé, n'est-ce pas? On est très heureux de pouvoir compter sur votre présence sur un sujet clé pour la France qu'est le tourisme. Rapidement, le Hub Institute, c'est à cette fin d'année 80 grands groupes qui sont membres. On a 15 rapports d'experts qu'on produit à l'année, plus de 40 conférences sur différents formats. Le Hub Forum, bien évidemment, on est 3000. Les Hub Day, entre 3 à 500 personnes. Et les Hub Talk, entre 50 et 80 personnes chez nous. Et on a plus de 10 000 personnes qu'on forme par an avec au Hub Lab, ici, beaucoup de grands groupes qu'on reçoit pour leurs propres événements. On a lancé cette année, et ça va être le gros sujet de l'année 2019, les cycles. C'est quoi l'idée derrière? En gros, en 2010, on était sur la transformation par la communication. On avait écrit un livre à l'époque, le guide de l'influence, qui était sur la transformation de la communication. En 2015, on était sur les channels. Comment la transformation, en gros, passe par le mobile, la data, ainsi de suite. Et aujourd'hui, on rentre dans une ère qui est plutôt celle de la business transformation. En gros, comment les industries se transforment. Et là, ça nous oblige, et c'est très bien, à rentrer dans les problématiques de chacune des industries. Dans ce contexte, on a un cycle à l'année autour du retail et du e-commerce, un cycle autour du travel et de l'hospitalité, un cycle autour du B2B, un cycle autour de l'industrie 4.0, et puis 2 cycles horizontaux qui sont le marketing et la performance, les RH et le leadership. Voilà. Une partie de nos membres qui nous accompagnent à l'année, avec qui on échange et qu'on essaie de nourrir en termes d'insights et de bonnes pratiques, n'est-ce pas? Et puis, un rendez-vous, donc c'est jeudi prochain, pour ceux qui n'ont pas encore prévu, n'ont pas encore pris leur date. C'est jeudi 13, toute la journée au MEDEF, notre dernière grande conférence avec les 300 décideurs de tout ce qui est autour de social marketing et du business. Voilà. Et puis, le rendez-vous de la rentrée, ça sera le jeudi 14 février. Cette fois-ci, on sera à la mutualité, on sera 600, et on sera autour des enjeux du retail et du e-commerce, avec tous les métiers, évidemment, qui sont inclus dans cette notion de retail. Le prochain rendez-vous pour Travel et Hospitality, on l'organisera au printemps. Aujourd'hui, l'idée, c'est de disserter sur les enjeux, en gros, du tourisme et de l'AI. Et on est heureux, dans le cadre du cycle qu'on a lancé, d'accueillir ce soir le président d'Atout France, voilà, Christian Montelli, qu'on peut applaudir pour son soutien. Voilà. Voilà. Et Verouchka, qui donne un saut et un soutien et des données extrêmement intéressantes qui vont nourrir à l'année nos réflexions et aider les acteurs du tourisme à avancer dans leur transformation. Voilà, bon, ça c'est moi, je pense que vous m'avez reconnu, ok. Voilà, donc sans attendre, on démarre sur le cycle. Donc le cycle, c'est quoi? C'est un board d'experts qui est en train de grossir, où un certain nombre vraiment de personnes importantes de l'industrie sont représentées, et on se réunit 2-3 fois par an pour échanger quelque part sur les grands sujets qui vont être influents autour du secteur, en l'occurrence du tourisme et de l'hospitalité. Donc on s'est réunis il y a quelques jours et on a travaillé ensemble sur 10 grandes tendances que je vous présente. Donc tout ce qui est lié à l'expérience client et à l'hyper-optimisation, côté offreur, n'est-ce pas? Toute cette partie yield. La deuxième tendance sur laquelle on a travaillé, c'est tout ce qui est lié à la demande asiatique, le nombre de touristes effectivement qui augmente de plus en plus fortement. On a différents acteurs ici qui sont présents ce soir qui sont spécialisés là-dedans. Toutes les tendances et le fil rouge autour de la tech et du travel, toutes les nouvelles pratiques en termes de tourisme. Donc, on avait évoqué Blazer et Leisure, Business et Leisure, donc Blazer. On a beaucoup de tendances aussi qui se développent. Tout ce qui est lié autour du tourisme pérenne. Donc, c'est cette idée en fait qu'on risque d'avoir, comme à Venise ou à Barcelone, un moment trop de touristes. Donc, comment on fait pour gérer cette problématique qui va arriver potentiellement dans les 5 ans et comment on se prépare dès aujourd'hui pour pas que ça arrive, hein, voilà. Et puis après, toute la partie évidemment gestion des influenceurs, toute la partie social, toute la partie conversation permanente avec ces communautés de clients et d'influenceurs. Le point 7, la tendance 7, c'est la maîtrise de la donnée client, qui au final va avoir cette donnée et va pouvoir interagir avec lui. C'est un des grands enjeux de désintermédiation. Enfin, en tant que France, c'est intéressant parce que dans les années qui arrivent, on va avoir des événements exceptionnels. Là, on a mis en illustration la Ryder Cup, mais on a la Coupe du Monde de rugby, on a les JO bien évidemment, et on a la Coupe du Monde de football féminine l'été prochain. On a l'Euro qui se balade un peu partout en Europe en 2020. Donc il y a beaucoup de sujets. Comment être présent et comment associer la France et l'industrie du tourisme à ces grands événements. Le point 9 est aussi un point très important. La notion de marque France, maintenant c'est une marque évidemment très connue à l'international. L'enjeu c'est les régions et comment on va vendre les régions, comment vous en tant qu'acteur du tourisme, vous allez pour vous connecter à ces marques qui sont de plus en plus promues à l'international. Les Chinois sont de plus en plus fins dans leur connaissance directement de marques régions. Riviera, Bordeaux, Mont-Saint-Michel, il y a plein d'exemples comme ça qu'on peut donner. Et donc comment proposer une offre
dédiés à cette logique de région. Et enfin, la dernière tendance, c'est la logique de plateforme. C'est en gros comment participer aux plateformes, comment être en interaction avec ces plateformes, comment garder son autonomie, et ainsi de suite. C'est la 10e tendance qu'on a identifiée. Et c'est autour de ces 10 tendances qu'on va se retrouver à l'année, au travers de Hub Day, une grande conférence qu'on organise du coup en novembre. Voici l'agenda. On est donc en décembre. Aujourd'hui, on sera autour de l'AI du travel. En février, on fera un débrief du CS et la NRF avec cet angle, justement, tourisme connecté. On aura aussi une rencontre en avril autour du social travel et de la gestion des communautés. On sera, comme vous le savez, tous les ans présents à Ivatech avec, pour ceux que ça intéresse, des tours sur mesure dédiés aux industries du tourisme. Et puis, on aura évidemment le Hub Forum qu'on organise le 15 et 16 octobre prochain. Ça sera notre 10e édition. Et enfin, le Hub Day, qui sera le rendez-vous qu'on souhaite faire annuel avec 200 à 400 décideurs du tourisme en novembre et qui balayera un petit peu toutes les tendances qu'on aura vues et toutes les tendances à ce moment-là, 2020. Voilà, donc un programme riche dédié à votre industrie pour essayer de vous accompagner dans cette transformation business qui est la vôtre. Alors, sans plus tarder, je démarre la présentation. Alors, l'intelligence artificielle, est-ce que c'est l'avenir du voyage? Bien sûr, ça en fait partie, mais pas que. Donc l'AI, c'est vraiment un sujet qui fascine depuis longtemps. Nous, en tant que think tank, on se définit comme un peu des geeks pragmatiques, c'est-à-dire qu'on n'est pas des fous furieux. Donc si on met AI, c'est parce qu'on veut en parler, mais ce n'est pas non plus un mot-clé qu'on met partout. Je me rappelle encore de ces discussions qu'on avait eues quand on était avec Perle à Singapour. On avait croisé un Français, et lui, il mettait petit-déj, déj, dîner AI, et il remplissait ses dîners et ses salles, juste parce qu'il avait mis le mot AI. Donc c'est pas trop notre style. Donc quand on dit AI chez nous, c'est AI with something, ok. Donc c'est vraiment là, c'est appliqué au tourisme en l'occurrence. On ne se fait pas juste plaisir en disant AI parce qu'on sait que de toute façon ça intéresse les gens. 4 bouquins qu'on recommande. C'est aussi notre rôle en tant que think tank de pouvoir proposer des lectures. N'hésitez pas, la presse sera présente dans quelques jours, donc vous pourrez la récupérer. Mais n'hésitez pas, pour creuser les sujets, à lire ces livres. Voilà. Comme je l'évoquais, c'est un peu un buzzword, donc il faut lire, mais avec une certaine distance, parce que ça fait vendre le papier aussi, vous voyez. Et puis, il ne faut pas paniquer non plus. Parce que clairement, le remplacement de l'emploi par l'AI, ce n'est pas pour tout de suite. Par contre, c'est clair que ceux qui ont compris l'usage de l'AI et qui seront en interaction avec elle, c'est eux qui prendront peut-être le job des autres. Donc il faut bien comprendre cet enjeu pour pouvoir interagir justement avec cette AI. Donc en gros, l'AI, c'est quoi? C'est transformer les données en actions intelligentes. C'est un peu le challenge qu'on met avec différentes familles d'interactions. Donc je vous laisse découvrir ce slide avec toute la famille liée autour du machine learning que vous avez en bleu, tous les enjeux liés à la reconnaissance naturelle du langage, donc Natural Language Processing, tout ce qui est service expert, et on aura des présentations de startups un peu plus tard dans la soirée qui viennent s'interfacer avec l'AI, tout ce qui est lié speech to text, donc qui va permettre d'interagir avec les chatbots par exemple, tout ce qui est lié à la vision, à la reconnaissance visuelle, on pense à la voiture autonome, tout ce qui est planification et organisation, et on le verra aussi dans la présentation, une partie sur la robotique. Voilà. Alors, pour démarrer, clairement, l'AI sans data, ça n'existe pas. Donc, un des chantiers qui sont clairement très importants pour vous cette année, ça va être la gestion de vos datas. On a un certain nombre de clients qui viennent nous voir. Alors, nous, on n'est pas une agence de conseil, donc on écoute, mais bon. Donc, ils nous disent, voilà, on voudrait vendre notre data et faire de l'argent avec. Donc, la première question, la première réponse qu'on leur fait, c'est de leur dire, est-ce que vous avez déjà fait un audit des datas que vous avez? Et souvent, ils n'ont même pas fait d'audit. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas ce qu'ils ont en stock, qu'ils veulent déjà la commercialiser. Donc, la première partie, la première chose à faire, c'est vraiment un audit de vos datas pour réfléchir à comment vous allez pouvoir interagir avec elles. Donc, l'audit permet aussi de faire un état de vos datas et de voir en gros où est-ce qu'elle est stockée, quels sont les niveaux de sécurité, est-ce qu'elle est RGPD, est-ce qu'elle est interfaçable avec un CRM. En gros, vous allez avoir toute une legacy qui fait qu'en fonction d'entreprise, le poids serait tellement dur et la régulation sera tellement forte que vous ne pourrez pas faire grand-chose avec vos datas. Donc ça, c'est le premier point. Ce qu'il faut, c'est être assez pragmatique avec la data et de voir vraiment d'où on part et après où on veut aller et combien de temps on va y aller. C'est un des vrais enjeux. Donc la data, plus l'AI, plus des plateformes, plus API, c'est là où vous allez créer la valeur ajoutée. On le voit ici, des acteurs qui sont déjà positionnés, des acteurs internationaux bien évidemment. Vous les découvrez, mais vous les connaissez déjà tous déjà. Certains vont fortement accélérer dans l'année qui arrive pour différentes raisons, j'y reviendrai, et pour faire pas mal de choses. Pas mal d'applications vont vraiment avoir une pertinence grâce à un usage vraiment fin et optimisé de l'intelligence artificielle. On le voit ici, je ne les décris pas, vous pouvez les voir. Donc on le voit ici encore, ces acteurs qui sont déjà très présents sur l'AI
et qui vont continuer à accélérer. Qu'est-ce qu'on observe en 2 secondes? D'un côté des Américains, de l'autre des Asiatiques. Okay, vous le voyez encore mieux sur cette map. Vous avez en gros un certain nombre, toutes ces boîtes-là qui sont des startups ou des scale-up qui ont levé de l'argent. Et vous voyez, on est quand même sur une dimension très américaine et asiatique. On le voit encore mieux ici, avec toutes les boîtes plutôt Silicon Valley d'un côté, et de l'autre, les boîtes qui sont plutôt asiatiques et chinoises en particulier, qui sont fortement développées. On a maintenu Fujitsu, même si ce n'est pas évident pour eux, Panasonic, Samsung, mais en gros, ceux qui sont très agressifs aujourd'hui, c'est plutôt Alibaba, Huawei, Tencent. Voilà, c'est vraiment ceux qui accélèrent fortement sur le sujet. On le voit ici, hein, en termes d'investissement dans les startups liées à l'AI. La Chine, c'est déjà 48% des investissements. Donc c'est juste pour vous donner une idée dans quelques années du résultat. C'est-à-dire que non seulement ils ont une capacité à recruter un grand nombre d'ingénieurs, mais en plus ils ont une puissance financière qui fait qu'ils attirent les talents internationaux et qu'ils les associent à leur propre recherche, à leur propre force. Donc sur le long terme, ça peut être assez difficile. Comme vous voyez, de manière un peu triste, l'Europe n'apparaît pas. Elle est quelque part dans les 13% qui restent dans les startups investies autour de l'AI. Voilà. Alors, quelques chiffres, hein, mais ça, on n'a pas ça, c'est le chiffre d'affaires lié à l'AI. Et je voulais m'arrêter ici. On parlait de la Chine tout à l'heure. C'est un des sujets clés, le tourisme pour la Chine. Vous avez ces grosses plateformes qui se développent. Je vous encourage à aller voir une plateforme en particulier. C'est très intéressant parce que ça vous permet en quelques secondes de voir comment un Chinois voit la France d'un point de vue touristique. Donc, en gros, ça vient d'être rebaptisé, c'est plus facile à identifier. Ça s'appelle Alitrip maintenant. Le nom a changé. Et vous faites, dans Alitrip, vous allez taper Paris et vous allez voir dans les requêtes qu'est-ce qui les intéresse. Et en fait, ce qui intéresse les Chinois à Paris, ce n'est pas forcément ce qui vous intéresse, vous, ou intéresse un Américain. Donc, avoir cette vision asiatique et chinoise d'une destination touristique, on est dans une logique d'inbound, c'est le cas pour cette plateforme, c'est quand même assez intéressant. Donc, n'hésitez pas, alitrip.com. Avec le traducteur Google, vous aurez la traduction en français du site. Et amusez-vous à taper Paris et vous aurez des insights assez intéressantes. Voilà. Alors, on parlait beaucoup de la Chine, mais il ne faut pas oublier le Japon. Okay, le Japon avec plus de 2 fonds à 100 milliards avec SoftBank qui investit énormément d'argent. Alors eux, j'ai eu l'occasion de me rendre à Tokyo récemment. Grosse problématique autour du vieillissement de la population, pas de renouvellement des générations. Au niveau de la livraison, il n'y aura plus de chauffeurs, donc c'est pour ça qu'ils mettent des voitures autonomes. Okay, et donc au niveau des hôtels, on va avoir une problématique aussi au niveau des concierges d'accueil. Donc là, nos amis de SoftBank, c'est eux qui ont racheté Pepper, les Français, que vous connaissez, mais c'est eux qui ont racheté plus récemment Boston Dynamics. Donc on le voit ici. Donc est-ce que demain c'est celui qui vous apporte le Coca Light au bord de la piscine? Je ne sais pas. Mais c'est quand même assez impressionnant d'imaginer que cette boîte qui était d'abord à Boston, rachetée par Google, a été vendue aux Japonais. Vous voyez, mais qui sont vraiment dans cette logique de comment on va pouvoir utiliser le robot pour maintenir un niveau logistique acceptable dans la population. Voilà, on passe celle-là. Et donc, on l'évoquait tout à l'heure, ce qui est intéressant dans l'AI et les startups, c'est quels sont les terrains d'investissement des grands groupes autour des startups de l'AI. Donc on le voit, il y a tout ce qui est lié à la réservation et au search et au booking, il y a tout ce qui est lié au partage, au home sharing, voilà. Il y a tout ce qui est lié aux activités sur site, hein, c'est ce que vous avez à droite, hein, voilà. Et puis vous allez avoir après tous les acteurs verticaux par pays, ou alors des usages de type des use, vous voyez, qui sont spécialisés dans des expériences sur une partie horaire bien spécifique. Et après, il ne faut pas oublier cette partie B2B en bas à gauche, sur tout ce qui va être analytics du voyage, pour optimiser le yield, optimiser la perf vraiment de votre inventaire. Le car sharing en bas, vous connaissez les acteurs français qui sont présents, d'autres que vous ne connaissez pas. Et après, c'est nouveau. Alors ça, c'est vrai que ça va être accéléré dans les prochains mois. Tout ce qui va être lié, par exemple, au bagage connecté. Donc là, il y a eu un deal entre Sigfox et Louis Vuitton. Et donc là, Sigfox, on a échangé avec eux à Helsinki il y a quelques jours, ils ont connecté plus de 100 aéroports dans le monde. Et aujourd'hui, si vous achetez une valise qui est connectée Sigfox, c'est vraiment difficile pour vous de la perdre parce que tous les aéroports ont mis maintenant des capteurs qui vont permettre de retrouver vos bagages. Air France a mis un dispositif comme ça aussi. Et donc, vous avez vraiment cette logique maintenant d'accompagnement du client. Et on a eu l'occasion d'échanger aussi avec Airbus, qui propose aussi des systèmes d'accompagnement du client jusqu'à la porte d'embarquement. Voilà. Et puis, vous avez d'autres acteurs B2B qui permettent d'optimiser l'expérience. Alors, quel impact
de l'AI en gros, pour l'industrie du voyage et du tourisme. Donc, le premier, bien évidemment, ça va être l'optimisation de la perf dans l'achat publicitaire et dans le pricing. C'est vraiment les deux gros sujets du moment, si on reste sur cette partie commercialisation et pas production et la partie industrielle. Donc, avant le voyage, donc l'AI va aider vraiment à la découverte des destinations qui sont censées être les plus pertinentes pour vous. On le verra tout à l'heure dans le cas qu'on a mis dans cette présentation. Voilà. Avant le voyage, on va avoir lors effectivement du voyage, donc la recommandation de services, de prestations, et essayer vraiment d'accompagner le client dans cette expérience de transport. Voilà, vous allez avoir toute expérience pendant la destination. J'arrive au lieu de destination, le resort, l'hôtel. Le concierge, du coup, c'est un chat et je suis en interaction avec lui. Donc je suis vraiment dans une expérience sans couture. Ça aussi, ça fait partie des tendances qu'on va travailler cette année. Essayer d'avoir vraiment le flux tendu de la conception du voyage, le transport, l'accès au voyage, la destination et évidemment le service client. C'est toute la partie pendant et après le voyage pour essayer de fidéliser les clients et éventuellement d'essayer de les reconvertir. Voilà. Donc on est vraiment, vous voyez, de manière très concrète sur ces 5 gros chantiers qui sont vraiment les enjeux 2019 sur lesquels on va travailler. Voilà. Alors tendance numéro 1, sans perdre de temps, c'est comment optimiser l'offre publicitaire. Donc à chaque étape du parcours du client, l'AI va aider à optimiser le taux de transformation. Que ce soit de la recherche de contenu, on sait qu'aujourd'hui, il y a un grand nombre de sites qui sont consultés avant d'aller sur une destination. Et aujourd'hui, des gens qui se rendent en agence de voyage physique savent ce qu'ils veulent, quand ils veulent partir. Et donc, du coup, ils sont de plus en plus pointus et prétus dans leur expérience du voyage. Et ça nécessite, au niveau de la formation, au niveau de l'accompagnement des équipes opérationnelles, un vrai accompagnement parce que les métiers changent. On ne veut plus des vendeurs, on veut des guides, quelque part, qui accompagnent le client, qui est de plus en plus expert. Donc, on le voit ici. Autre cas, Lufthansa, par exemple, et même Watson, qui ont personnalisé à l'extrême la publicité. Ils ont essayé, au fur et à mesure des interactions, de récupérer de la donnée consommateur. Et plus récupérer des triggers, plus récupérer de la donnée consommateur, plus la publicité était fine et pertinente. Donc ça, c'est un cas intéressant. L'autre cas, c'est la Compagnie des Alpes, qui, en gros, a mis en place un quality score. Et donc, en fait, basé sur 5 types de data structurés et stables, comme les données consommateurs qu'on a, sur la localisation, sur la météo et 3-4 autres tendances, on arrive à définir un score qui va permettre de cibler de manière assez précise le client potentiel. Et du coup, voilà, plus de 3200 créations générées en temps réel pour optimiser la transformation. Là, on est vraiment sur quelque chose d'intéressant. Ce cas, il est en français, mais on l'a évidemment, enfin, on peut l'imaginer dans plein de langues différentes. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc aujourd'hui, l'AI va permettre, basé sur la donnée, d'avoir une publicité de plus en plus fine et de plus en plus pertinente, et du coup moins évasive et encore plus acceptée. Vous voyez, voilà. Donc ça, c'est une des pistes. Rapidement, quelques startups qu'on suit. Donc machine learning, voilà, comme Dynamic Yield, qui permet d'optimiser le yield de tout le secteur de manière dynamique grâce à l'AI. Une autre boîte qu'on suit, Flyer, qui permet d'optimiser ses prix. La notion de pricing, je l'ai évoqué tout à l'heure. L'AI, c'est quoi aujourd'hui? C'est l'optimisation de la pub d'un côté et c'est l'optimisation du prix de l'autre. On a un témoignage intéressant, donc Flyer, un des cas, voilà. On a aussi Perfect Price, qui est un autre cas, voilà. Et enfin, je permets de citer Fabrice Otano, qui dit, voilà, on a d'abord réalisé un premier test pour comparer les résultats obtenus par notre meilleur revenu manager et cette AI. Premier mois, le collaborateur était nettement meilleur. Et en gros, 4 semaines plus tard, l'AI l'avait dépassé. Donc, c'est très intéressant. Vous rappelez que l'AI, à la base, c'est une grosse partie de script. Donc, il faut élever l'AI, il faut l'entraîner, il faut interagir avec elle pour qu'elle apprenne. Et à partir d'une certaine étape, une fois que vous avez interagi avec elle, elle va vraiment avoir toute sa valeur ajoutée. Donc, il faut pouvoir, en gros, avoir la capacité de prendre le temps de vraiment nourrir l'AI pour pouvoir en donner quelque chose qui est une vraie valeur ajoutée. Voilà. Un autre cas, donc une autre boîte française qu'on suit aussi sur la connaissance client. Voilà. Donc ça, c'était la première tendance. La deuxième tendance, ça va être sur l'amélioration de l'expérience client. Donc on va avoir en gros un enjeu autour des applis mobiles, bien sûr, des chatbots, des concierges, voilà, numériques, tout ce qui est CRM. Et donc on a quelques cas. Donc on pense à cette start-up qui est un assistant intelligent et qui permet de booker ses voyages tout en chattant. Et on l'a vu, hein, la différence d'engagement, je l'évoquais tout à l'heure, entre des échanges par mail et des échanges par chat
c'est vraiment différent. Vous avez une proximité avec le client en échangeant par chat qui est bien supérieure à un échange par mail. Donc si vous arrivez à l'embarquer, on prend l'exemple d'Air France qui est là ce soir, et au moment de prendre votre billet, vous acceptez le lien Messenger, et là vous êtes connecté à Messenger, et donc du coup vous allez développer une relation vraiment, et une conversation avec Air France. Et l'enjeu d'Air France, c'est de ne plus quitter cette relation de chat et de rentrer en interaction avec vous, que ce soit pendant l'expérience du voyage ou en interaction client. Et c'est aussi un de vos enjeux. C'est comment ramener le client le plus proche possible. Le mail, c'est déjà super, mais la capacité à l'embarquer en non anonyme sur une logique de chat, ça, c'est quand même très, très intéressant pour derrière pousser des quiz, pousser des interactions et pousser la connaissance client. Voilà. Alors, un des gros sujets, c'est la commande vocale. La commande vocale, il y a eu beaucoup d'annonces. Okay. Aujourd'hui, sur Amazon Alexa, c'est plus de 50 000 applications skills qui sont développées. La reconnaissance maintenant fonctionne plutôt bien. La question, c'est qu'on est au tout début de ces enjeux de la reconnaissance vocale. La question à vous poser, elle est simple. Vous avez travaillé pendant des mois à comprendre ce que les gens tapaient, entre autres dans Google, pour arriver à votre expérience. Okay. Maintenant, votre enjeu, c'est de comprendre ce que les personnes vont dire à l'oral pour arriver, dans le moteur vocal, à la réponse. Or, vous ne dites pas à l'oral la même chose que vous dites par écrit. En gros, ce que vous dites par écrit est en général plus formel que ce que vous dites à l'oral. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Google. Donc, il y a un gros travail de votre part qui va être d'identifier, du coup, ce qu'on appelle les énoncés, qui sont ce que les gens vont dire à l'oral pour arriver à votre service. Et un des enjeux qui est le vôtre, c'est de ne pas perdre trop de temps pour les identifier, parce que quand ça va commencer à se développer, tout le monde va se battre sur les mêmes énoncés, en gros, pour être la réponse du moteur. Donc, prenons un secteur qui n'est pas le vôtre, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Je cherche une voiture, alors je prends mon cas personnel. Je cherche une voiture qui fait moins de 4,25 m, c'est mon parking, hein, voilà, qui coûte moins de 20 000 euros, je sais pas, et qui est à 4 places. Voilà. Et ben du coup, quels sont du coup les constructeurs qui vont être associés à cette réponse? La bataille, elle ne fait que démarrer. Donc, ce soir, vous réfléchissez et vous dites, c'est quoi l'énoncé que les gens vont prononcer pour arriver à mon service? Et ce n'est pas du tout forcément lié à ce qu'ils vont mettre par écrit. OK. Donc, ça, c'est ceux que vous connaissez. Ceux que vous ne connaissez pas, pour la plupart, c'est ceux-là. Donc, je vous ai amené ici Clova. Clova, c'est le Alexa japonais. Donc, c'est très sympa de pouvoir interagir déjà en français. Mais demain, quand vous avez des touristes japonais ou chinois qui débarquent à Paris, eh ben, il va falloir interagir avec eux. La dernière nouveauté en termes d'interface est celle-là. Elle n'est pas encore sortie en France. C'est Google Home Hub. Et la vraie nouveauté, c'est la présence d'un écran. Et en fait, ça change énormément de choses. Parce que la recherche vocale, vous avez une réponse vocale, mais avec peu d'interaction. Et là, si par exemple je dis OK Google, what's the shortest way to Val d'Isère? OK, donc là, il a pas compris ce que j'ai dit, mais j'ai pas un très bon accent. Mais j'ai l'habitude. Hein. OK Google, what's the shortest way? OK Google. OK. Voilà, tac, voilà, je l'ai mis là. Donc là, en fait, il découvre... Voilà. Et donc là, en fait, là, j'ai mis une autre destination, mais vous avez directement la carte avec la distance et vous allez pouvoir les options. Est-ce que je prends un métro? Est-ce que je marche? Est-ce que je le fais en vélo? Et vous allez avoir directement la proposition qui s'affiche. Voilà. Voilà. Donc en gros, aujourd'hui, l'association de la reconnaissance vocale avec l'image va vraiment être game changer. Parce que là, on va vraiment pouvoir engager cette interface. Elle peut être chez vous, en l'occurrence ce device, ou au bureau, mais c'est ce que vous allez avoir aussi dans les voitures, bien évidemment. Et vous l'avez déjà pour partie. Okay, voilà. Donc il faut vraiment s'intéresser à cet échange entre la reconnaissance vocale et l'interaction après avec une image, une information visuelle et tactile. Alors ça, du coup, je pense que vous l'avez tous vu, c'est Google avec Duplex, la réservation d'un restaurant à la voix qui a été présenté il y a quelques mois. Donc, pas besoin de vous le remettre, vous l'avez déjà vu. Et là aussi, ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui, c'est qu'il faut rester très ouvert à la notion de chatbot. Se dire qu'il faut un chatbot pour interagir avec tout le monde, c'est pas possible, parce que les communautés sont éparpillées. Donc, c'est vrai qu'on attend un peu l'interface qui va permettre d'interagir avec tous les chatbots en même temps, ça n'existe pas. On vous sensibilise juste à une annonce qui va avoir lieu dans les prochaines semaines, qui va être le lancement, en gros, de WhatsApp Business. Donc, un peu comme les pages pro de Facebook. Facebook va lancer
basé sur WhatsApp, ce qu'ils ont fait déjà en Inde, WhatsApp Business. Donc, vous, en tant qu'offreur, vous allez avoir du coup des pages pro. Donc, suivez bien l'actualité parce que quand ça va sortir, WhatsApp Business, il va falloir vous précipiter pour récupérer les URL qui fonctionneront bien et bien récupérer les pages qui sont les vôtres. Okay. Normalement, c'est censé sortir en janvier-février, mais avec ce qui se passe, je ne sais pas. Voilà, donc vraiment être à fond sur ces sujets-là et être dans cette logique de veille permanente par rapport à d'autres outils de chat et d'interaction client qui pourraient sortir. Voilà, il y a pas mal d'acteurs qui se positionnent évidemment sur la logique de chat, donc c'est assez intéressant. On a mis quelques exemples de start-up comme ici, mais ça continue d'évoluer. Et puis, il y a pas mal d'inspiration. Air France avait fait un cas récemment. Et donc, c'est l'heure de passer à vos téléphones. Alors, du coup, est-ce que vous pouvez vous connecter à bcast.com/upcast et je vais poser la première question. Donc, selon vous, quel est le pourcentage du PIB mondial qui dépend directement ou indirectement du tourisme? 5%, 10% ou 15%? Voilà. OK. Allez, 15 secondes. Ça dépend, t'es corse? Non. Tu peux voter 10 fois, 20 fois. OK. Donc là, en l'occurrence, je peux afficher la réponse? Voilà, j'affiche la réponse. Ah! Vous pouvez m'afficher la réponse, s'il vous plaît? Et voilà, la réponse était 2. Bravo aux 5 réponses positives. Sur les 50 répondants, on peut les applaudir. Voilà. Alors, on enchaîne sur la deuxième tendance. La troisième tendance, comment fluidifier le transport et l'accès à l'expérience. Voilà. Donc la SNCF imagine un assistant. Donc ça, c'est vrai qu'on a eu l'occasion d'interagir avec eux. Et c'est vrai que la semaine dernière, à Helsinki est une des villes qui est la plus en avance sur ce qu'on appelle le MaaS, c'est-à-dire Mobility as a Service. Cette logique de transport multimodal, où vous allez vous abonner sur un mois et vous allez avoir taxi illimité, location de voiture illimitée, trottinette illimitée et vélo électrique illimité. Donc ça, c'est vraiment le futur. On est vraiment sur cette logique de tendance de masse. Et du coup, c'est intéressant que SNCF rentre dans cette logique-là et propose du coup d'interfacer, et c'est là où il faut qu'on parle des API pour vous, d'interfacer vos services avec l'application SNCF. Donc demain, SNCF va se dire, comme il y a des millions de Français qui ont l'application SNCF, pourquoi ne pas interfacer vos services avec eux pour encourager les Français à aller dans une logique intermodale. OK ? Voilà. On est au tout début de ça, hein. C'est vraiment le début. OK ? Voilà. Après, donc là, Air France qui répond aux questions sur les bagages instantanément via effectivement le chatbot qu'ils ont développé, Louis, c'est un autre cas. Et ce n'est pas le sujet ce soir, mais les enjeux autour de la maintenance prédictive sont stratégiques pour une boîte comme SNCF. Ça coûte des centaines de millions d'euros par an. Et aujourd'hui, voilà, si on peut améliorer en gros tout ce qui est lié à la maintenance et à la sécurité des passagers grâce à l'AI, c'est clairement bénéfique. Et la SNCF est en pointe là-dessus. Voilà. Alors du coup, sans rentrer dans le détail, d'autres usages autour de l'AI en aéroport, la sécurité, bien évidemment. Deuxièmement, vous allez avoir la gestion des flux, voilà, avec pas mal de cas qui sont développés. Et enfin, la gestion des bagages pour optimiser tous les flux de population. Voilà. Navia et la révolution du taxi autonome. Donc ça, en fait, c'est un des vrais sujets. C'est qu'en gros, on va avoir une vraie bataille autour du dernier kilomètre. Et le véhicule autonome va permettre justement d'améliorer cette proximité et d'améliorer en gros cette expérience. Donc Navia aujourd'hui fonctionne entre la gare de Lyon et la gare Austerlitz. Elle est partagée sur cette distance-là et elle est en développement aussi dans d'autres destinations. Voilà. Et c'est une innovation française. Voilà, ça c'est des choses qu'on a déjà vues, bien sûr, en démo. Et ça, pour ceux qui étaient à Viatech, je ne sais pas si vous l'avez vu sur le stand Airbus. Non ? Donc ça, c'est une voiture
développé par Audi en partenariat avec Airbus, qui est à la fois une voiture et un objet volant. Voilà. Et là, ils vont faire des tests à Dubaï, ils vont faire des tests à Sao Paulo. Voilà. Donc, ce n'est pas juste un concept, c'est vraiment, ils veulent aller assez loin dans le projet. Et c'est pour ça qu'Airbus allait chercher un expert automobile, Audi, pour développer cette expérience. Donc, la voiture roule jusqu'à une certaine distance, et à un moment, elle peut se connecter à ce pod volant. Et l'idée, c'est de développer des services, voilà, de taxis connectés. Donc, c'est une piste assez intéressante. On va voir l'évolution. Ça sera présenté aussi au Salon du Bourget cette année. Les évolutions sont présentées au Salon du Bourget en juin. On arrive à la deuxième question. Qu'est-ce que IBM et Lufthansa ont mis en place pour cibler et interagir avec leur audience via la campagne Voilà. Voilà, t'as compris? Ok. Donc, une campagne de publicité personnalisée interactive, un chatbot de recommandation de voyage, un assistant de voyage professionnel, un système de paiement Pay by Smile. Vous avez, voilà, 1 minute. C'est sûr que l'AI et la publicité, c'est la première manifestation la plus évidente. Oui? C'est bon? OK. Résultat? C'est bon? Voilà. Donc là, bravo aux 15 répondants. Une campagne de publicité personnalisée et interactive. C'était évidemment la réponse. Bravo à eux. Voilà. Avant-dernière tendance, on est dans la ligne droite. L'AI au service des voyageurs et à destination. Voilà. Donc en gros, clairement, l'enjeu, c'est une fois que vous êtes arrivé sur site, comment l'AI va vous aider? Comment ça va être un peu votre concierge en proposant du coup des services, des cartes interactives, des recommandations. Il y a un vrai enjeu à destination, que vous soyez connecté à la data locale ou en offline. Il y a vraiment beaucoup d'enjeux, donc ça c'est quelque chose qu'il faut suivre. On pense à Marriott aux États-Unis qui a équipé les chambres d'Alexa pour permettre de baisser la frustration du client et lui permettre d'interagir et trouver des solutions locales. On pense aussi à Google qui a lancé Google Trip, qui, basé sur la durée, sur vos recherches, va vous proposer une expérience par ville personnalisée. Donc ça, c'est aussi des choses qu'il faut surveiller de près. Voilà. Et vous allez avoir aussi, on l'évoquait tout à l'heure au Japon, donc l'accueil au Japon par des robots pour en gros arriver à gérer les problématiques d'accueil, alors qu'il y aura potentiellement de moins en moins d'employés possibles dans les hôtels. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut suivre. Et c'est vrai qu'au Hub Forum, on avait cette présentation avec l'accueil dans des hôtels en Chine où vous aviez une reconnaissance vocale et qui vous donnait directement accès à la chambre. Alors, avant-dernière question, en 2036, le nombre de passagers des aéroports dans le monde aura pas évolué, doublé, triplé ou quadruplé? Allez-y. Très bien. OK, 10 secondes. OK, c'est parti. Résultat. Dommage. Bon, là, franchement, pouf. Voilà. Voilà, il aura doublé. Christian n'est pas d'accord. Si, tu es d'accord? C'est bon? Oui, très bien. Ah, très bien. Tu avais misé sur le 2? OK. OK. Vas-y. On est à 17 ans, quoi. À 17 ans, difficile de tripler. Hein. Ouais, c'est clair. Très bien. Merci beaucoup. Dernière tendance, et voilà. Donc là, j'avais des exemples d'AI, hein, on l'a vu, Booking Assistant, Booking qui utilise l'AI pour permettre l'amélioration de l'expérience client. Voilà, voilà. D'autres cas, on a AXA qui propose le remboursement automatique de billets d'avion. Voilà. Donc on a pas mal de cas qui sont présentés. Dernière chose, clairement, l'idée, c'est de se dire la chose suivante. D'abord, que l'intelligence artificielle ne va pas résoudre la bêtise naturelle. Ça, c'est clair. Donc, il faut vraiment réfléchir d'abord aux vrais problèmes de transfo avant de se plonger sur l'AI. Voilà. Tout le monde parle d'AI, mais en fait, c'est un petit défi, en général, par rapport au mammouth, qui est votre historique IT, et que vous n'avez pas forcément réglé.
Donc concentrez-vous d'abord sur l'éléphant mammouth et après vous aurez peut-être la petite souris AI qui sera là et qui saura quoi faire parce que vous aurez restructuré la chose. Ça, c'était une manière originale et sympathique de vous dire que dans notre dernier livre que vous connaissez pour la plupart, on a développé cette matrice de la transpo qu'on présente au plus grand nombre. Et vous le voyez, le bouquin c'est celui-là, hein, pour ceux qui... Voilà. Vous le voyez, l'AI, c'est vraiment au niveau de l'étage de la data, c'est vraiment dans la partie optimisation. Mais si vous n'avez pas le leadership en haut, en rouge, si vous n'avez pas intégré la vision digitale dans le leadership d'entreprise, si vous n'avez pas intégré une culture digitale auprès des collaborateurs, si vous n'avez pas choisi les bonnes plateformes technologiques en 3, et du coup, vous n'avez pas fait ce que j'évoquais au début, cet audit de la data, la logique d'AI est complètement anachronique dans votre démarche. Donc, il ne faut pas se précipiter, il faut faire les choses dans l'ordre pour que ça ait vraiment du sens et que vous puissiez vraiment embarquer aussi vos équipes dans cette démarche. Pour le coup, dernière question. Quel service? Ah oui, évidemment, c'est intelligent, je ne l'ai pas présenté. Alors, attendez, on recommence. Voilà, donc... Instalocat, donc qui rembourse en gros les vols retardés dans le monde. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est de manière automatique. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de services qui se positionnent et qui prennent un pourcentage de votre remboursement comme success. Okay, donc ça, en termes d'expérience client, c'est plutôt intéressant. Donc ça me permet de revenir effectivement à la question. Désolé, hein, voilà, c'est parti. Voilà. Tu fais le switch? Excusez-moi. Voilà. Allez-y, c'est parti. Dernière question. C'est très dur. Voilà, 30 secondes. C'est bon. 22 répondants. Et pourquoi pas la 4? Non? Ok. Bon, allez, ça va. Résultat, on abrège le suspense. Voilà, bravo à vous. Hein. Franchement, il y a 25 personnes, ils ont écouté ce que j'ai dit jusqu'au bout. C'est assez miraculeux. Donc voilà, bravo à tous. On peut remettre le slide. Voilà. Super. Donc merci beaucoup pour votre attention, pour avoir partagé ces tendances. Et est-ce que vous avez quelques questions rapidement avant qu'on attaque la suite? On n'a pas beaucoup de temps, on aimerait pouvoir vous proposer beaucoup de contenu. De toute façon, je reste là pour la pause après et l'apéro. Donc, éventuellement, vous gardez votre question en tête hein, et puis vous la posez à la fin. Okay, merci beaucoup et bonne continuation. Juste un dernier petit élément sur Bicast. Si vous avez des questions, vous pouvez évidemment les poser pendant le networking, mais si vous voulez les poser pendant la présentation des intervenants, vous n'hésitez pas, c'est via le même lien sur Bicast. Vous pouvez écrire votre question, encore une fois, elle est anonyme, et les intervenants peuvent directement y répondre. Ouais, donc du coup, j'appelle sur scène Sandrine Matichard, qui est directrice du contenu au Web Institute, Chris Ashton de Expedia, Elodie Paillasson de Best Western et Simon Sapet de Flixbus. The floor is yours. Merci. Je crois qu'on n'a rien à... Merci. Bonsoir. On va un petit peu se passer le micro. Je suis très heureuse d'animer cette table ronde qui permet d'entrer dans le vif du sujet et aussi de représenter l'ensemble des composantes du voyage. Elodie Paillasson, vous êtes directrice digitale et data chez Best Western. Chris, vous êtes area manager chez Expedia. Et Simon, vous êtes aux commandes de Flixbus en France, au marketing. De la mobilité, des plateformes, de l'hébergement, on est à peu près au complet pour aborder les problématiques qui peuvent se poser. Alors, je voulais commencer par Chris. Est-ce que vous pouvez déjà, dans un premier temps, nous remettre un peu nos compteurs à jour en ce qui concerne Expedia, en actualité et en chiffres, assez brièvement? D'accord. Nous sommes bien sûr une société qui a une ambition globale. Donc, à ce titre-là, je vais me référer à quelques chiffres qui vous donnent l'ampleur de la société Expedia au monde. Qu'est-ce que nous représentons? Donc, un site de réservation qui permet bien sûr de réserver tous les éléments du voyage. Nous nous positionnons dans le futur comme la marketplace de référence.
donc le souhait de développer la plateforme du 21e siècle. À ce titre-là, en termes de prestataires de logement qui sont réservables sur notre site, il y en a plus de 895 000 prestataires de logement, plus 1,8 million de locations de vacances, plus de 550 compagnies aériennes qui sont réservables sur Expedia. Qu'est-ce que je peux vous donner encore? Des activités, bien sûr, plusieurs dizaines de milliers d'activités réservables sur Expedia également, donc sur toutes les plateformes du groupe Expedia. Et qu'est-ce que ça traduit? Ça se traduit pour donc, tous les prestataires de logement en plus de 342 millions de nuitées réservées chez eux. Donc on est l'interstice entre le client et donc nos partenaires hôteliers et on permet à tout le monde de réserver sur nos plateformes et ça c'est notre vocation. Alors justement, en tant que plateforme, vous avez deux publics. Vous avez le réseau d'hôteliers qui est déterminant. Alors comment vous traduisez l'engagement? Qu'est-ce que ça veut dire l'engagement vis-à-vis de votre réseau d'hôteliers? Bien sûr, c'est une question qui est primordiale, puisque nous savons que l'engagement avec le client va déterminer la réussite de nos partenaires. Et à ce titre-là, nous les accompagnons, puisque nous avons donc la chance de collectionner beaucoup de data. Comme je vous dis, il y a ces 342 millions de nuitées réservées dans les hôtels, donc ça se traduit dans des recherches qui sont bien sûr le multiple de cela, si on connaît les taux de conversion. On a également 15 milliards de requêtes pour des réservations de billets aériens. Donc cela nous donne une puissance de données que nous souhaitons partager avec nos partenaires. Donc pour faire la réussite de nos partenaires, nous savons que c'est primordial d'engager avec le client avant le séjour, durant le séjour et après le séjour. Quelques données autour de cela. Une récente étude Gallup a révélé qu'un client engagé réserve pour une moyenne, donc le montant de la réservation est de 588 US dollars par rapport à un client moyen, pas moyen mais average, qui va dépenser 457 dollars. Également, il faut savoir qu'un client qui est engagé a 40% de plus de probabilité de retourner dans votre établissement. Ça, ce sont des données qui sont très importantes pour nos partenaires, puisque ça leur permet de développer des incremental revenue streams. Et ça, c'est notre vocation également, de pouvoir partager ces données et la technologie, bien sûr, avec nos partenaires. Ce partage, il se fait concrètement comment? Ils ont une interface? Comment ça se passe? Oui, donc je vais aller dans le concret. Si vous voulez engager avant le séjour, nous avons mis à disposition de nos partenaires un outil qui s'appelle Partner Central, qui est complètement gratuit, qui leur permet de gérer toutes les prestations, leur inventaire et autre chose. Mais plus important, si on parle de l'engagement avec le client, ils peuvent converser avec le client avant le séjour. Après, qu'est-ce que ça leur permet? Je vais donner un exemple personnel. J'ai réservé un voyage à Marrakech à Pâques et je voyage bien sûr avec ma famille, donc 2 enfants et mon épouse. Qu'est-ce qui est important? Je crois que vous pouvez tous relater avec moi par rapport à ça. C'est d'avoir une infrastructure et un endroit qui est agréable à vivre avec 2 enfants, qui, de plus est, ils sont très énergétiques, les miens. Donc, je réserve bien sûr à travers une des marques Expedia, je suis loyal, moi, à nos marques, je les adore même, mais pour vous dire, quand j'ai engagé avec l'hôtelier, qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais me rassurer par rapport à quelle est la configuration de la chambre. Et j'ai réservé une familiale. Ça veut pas dire grand-chose. C'est pour ça que j'ai cherché à avoir plus d'informations. Est-ce que ce sont 2 logements séparés? Est-ce que ce sont 2 chambres séparées? Tout ça, c'est des choses importantes pour avoir un séjour réussi. Et à travers nos conversations avant le séjour, j'ai découvert que l'hébergeur me proposait un type de chambre qui n'était même pas réservable sur le site.
moyennant quelque chose en plus, donc un incremental revenue stream qu'il a réussi à me vendre à travers Conversations. Mais ma satisfaction était entière puisque ça correspondait exactement à ce que je recherchais. Durant le séjour, c'est aussi important de continuer à engager avec le client. Nous avons développé Real-Time Feedback sur la même plateforme. Real-Time Feedback permet de jauger quelle est la satisfaction immédiate lors du check-in. Et une donnée qui est très importante ici, très intéressante aussi, c'est les partenaires qui engagent avec Real-Time Feedback, donc qui communiquent avec les clients durant leur séjour dans l'établissement, ont 10% de plus de probabilité d'avoir des Customer Reviews qui sont positifs. Et par la suite, donc, après le séjour, nous mettons à disposition de nos hôteliers une base de données qui leur permet de regarder quels sont les trends les plus demandés dans leur établissement. Donc ça s'appelle Guest Review Insights. Et c'est très puissant pour le partenaire hôtelier pour jauger qu'est-ce qui ne va pas, est-ce que je dois corriger quelque chose et mettre en place une corrective action. Et après, de regarder est-ce qu'elle a eu un impact positif. Donc l'engagement hôtelier et l'engagement client, en fait, c'est les deux faces de la même pièce et le même outil, la même base, finalement. Tout à fait. Il faut se mettre toujours, et ça c'est un de nos slogans, dans les chaussures du client final, mais notre client final, il est en étroite collaboration avec notre partenaire. Donc nous essayons de mettre à disposition à la fois de nos clients la meilleure guest experience, et aussi à notre partenaire les moyens de satisfaire au mieux ces guests. Et cela grâce à la technologie et à l'analyse des données. Ok. Simon, je me tourne vers vous juste pour que vous nous donniez aussi en miroir votre point de vue d'acteur de la mobilité. Et déjà que vous nous donniez un peu vous nous aidez à faire mieux connaissance avec Flixbus dans un premier temps, et que vous nous donniez un peu votre vision, puisque vous êtes, on dit souvent que le tourisme est une économie de l'offre, et vous êtes le dernier étage, l'étage le plus récent de cette construction de l'offre. Donc un peu avoir votre sentiment sur votre vision du marché en matière de mobilité et tourisme. D'un point de vue global, j'apprendrai rien à personne en disant que c'est un marché qui évolue perpétuellement. L'OMT parlait de 35 milliards d'euros de revenus en 2016 et 50 milliards d'euros de revenus en 2020 sur les activités du tourisme, une évolution de 40%. On voit que l'offre se diversifie, on voit que les acteurs mettent en place un certain nombre de stratégies qui sont de plus en plus alignées sur cette idée effectivement d'une marketplace unique. On voit également que la demande est présente et on voit que de la demande se crée également, ce qui me permet de faire un pont assez rapide sur du coup l'activité de Flixbus qui représente donc, c'est marrant, dans la présentation précédente, on parlait de l'intelligence artificielle en 2001. Il a fallu attendre 12 ans pour que Flixbus se crée après, donc on a eu à rattraper un certain nombre d'années par rapport au moment où l'intelligence artificielle commençait à arriver sur le sujet. Flixbus est arrivé en Allemagne en 2013, donc sur le secteur. Beaucoup de gens pensent que c'est un transporteur autocariste, ce qui n'est pas tout à fait vrai dans le sens où c'est plus une plateforme e-commerce. Aucun des autocars verts que vous pouvez voir sur les bus ne nous appartient. On est un petit peu un modèle à la Uber, c'est-à-dire qu'on travaille avec des PME, des TPE locales qui, en gros, conduisent les bus, s'occupent de la partie opérationnelle de l'autocar. Et quant à nous, Flixbus, on s'occupe de remplir ces autocars, d'assurer le service client, de tracer les lignes et de mettre en place la stratégie de deal management. Pourquoi est-ce que je dis que l'offre se diversifie et surtout se crée? Les bus, donc les cars Macron, comme on appelle, qui ont été créés donc, en 2015 en France, suite à la libéralisation du secteur, ont permis à plus de 10 millions de personnes l'année dernière de voyager. Flixbus positionne en leader en France et en Europe sur ce créneau-là. On estime à peu près à 50%, un petit peu plus de notre part de marché. Et avec les récentes nouvelles que vous avez dû tous un petit peu voir entre le rachat de Ouibus par Blablacar, il va se passer encore plein de choses l'année prochaine. L'offre se crée dans le sens où sur ces 10 millions de personnes, il y a 1 million de personnes, en tout cas en termes d'estimation, qui n'auraient pas du tout voyagé. 80% des gens qui prennent un autocar le font en fonction du prix, ce qui devient assez intéressant pour nous dans le sens où ça veut dire que 20%, ou en tout cas une partie également de ces 80%, il faut réussir à les convertir d'une manière inspirationnelle.
aujourd'hui, les acteurs que vous pouvez avoir sur ce marché des autocars Macron ont tous un service qui est assez similaire, ce qui fait que du coup, on a tous du Wi-Fi à bord gratuit, on a tous des prises électriques, on a tous des commodités, de la place pour les jambes, etc. Ce qui fait d'ailleurs que ce sont des autocars qui sont considérés parfois à tort comme étant low cost, dans le sens où effectivement les prix sont très attractifs, mais le service à bord est assez premium, puisqu'il est gratuit, pour le Wi-Fi notamment, ce qui n'est pas le cas dans plein d'autres transporteurs. Mais effectivement, c'est un moyen de transport qui finalement, et peu de gens s'y attendaient, a permis de créer de la demande également, de la part de gens qui ne voyageaient pas. Et c'est un secteur qui existe depuis seulement 3 ans, et qui finalement s'est développé de manière très très rapide, parce qu'on s'en rend compte aujourd'hui, notamment sur la disparité entre l'évolution de Flixbus, d'un point de vue de nos plateformes, d'un point de vue du trafic, d'un point de vue des taux de conversion, versus la réalité du terrain, d'un point de vue structure. C'est-à-dire que on a tous, je pense, cette image des autocars un petit peu poussiéreux, on s'assied sur le siège, nuage de fumée qui sortait, etc. L'arrivée des autocars Macron et de ce nouveau système de voyage a permis un bon coup de pied dans la fourmilière, sauf que derrière, les infrastructures, les gares routières ont été un petit peu délaissées, et du coup, on voit vraiment la disparité entre la partie terrain et la partie offre. Et c'est assez intéressant de voir à quel point ça s'est vite diversifié. Cette année, on a également eu un certain nombre de sujets d'un point de vue international, puisqu'aujourd'hui Flixbus est présent dans 28 pays en Europe. On a lancé les États-Unis cette année, on a lancé le train également, on a lancé le premier service d'autocar électrique en France. Et en fait, effectivement, donc c'est ce côté intelligence artificielle, utilisation de la data, etc. Il a fallu qu'on le fasse, nous, en accéléré, mais de manière responsable, puisque effectivement, avec les nouvelles lois et nouvelles normes qui sont arrivées, ce sont des choses que nous essayons de tacler, mais avec précaution. Et surtout, et c'est là que c'est intéressant, et c'est l'une des stratégies Flixbus, en plus de ce business model-là, l'ensemble de nos développements, l'ensemble des algorithmes qu'on met en place, l'ensemble de nos plateformes sont développés en interne, avec une équipe de plusieurs centaines de développeurs basés à Berlin, qui s'occupent des front-end, des back-end, des algorithmes, de croiser les datas également entre l'ensemble des canaux marketing et l'ensemble des autres services. Donc c'est là qu'est le vrai challenge. Alors, je reviens juste à ce que vous disiez sur les communautés. Quelles sont les cibles qui se sont révélées, que vous n'aviez pas forcément anticipées? Alors, on classifie, on a vraiment 2 types de classification, c'est-à-dire sur la partie type de clientèle, évidemment, naturellement, les étudiants sont venus vers nous les premiers, parce que prix très abordable, parce que Wi-Fi à bord. Il y a un certain nombre de raisons assez simples et évidentes à comprendre, millennials. On a vite également une surreprésentation des femmes pour le côté sécurité, notamment en comparaison au covoiturage, par exemple, où le côté confiance envers le conducteur professionnel a pris le dessus. Beaucoup de nos voyageurs, une bonne majorité de nos voyageurs, voyagent seuls également. C'est une des raisons pour lesquelles les gens préfèrent, en tout cas un certain nombre de femmes préfèrent utiliser l'autocar. Et aussi parce qu'on a un certain nombre de services associés, c'est-à-dire vous pouvez mettre des gros bagages en soute lorsque c'est jamais tout à fait simple de le faire dans une Twingo avec 4 personnes avec vous. Et à côté de ça, on a commencé à avoir de nouvelles populations émerger. On a transporté 5 200 000 passagers l'année dernière en France. Les populations qu'on a vues émerger sont des populations seniors qui ont plus le temps de voyager et qui sont assez intéressées d'avoir une offre à prix intéressant. Ce sont également les familles. On a lancé un certain nombre de lignes saisonnières, notamment des lignes qui vous déposent au pied des pistes pendant les périodes de ski. Et les gens étaient assez contents de pouvoir faire une économie sur le budget de transport et du coup prenaient l'autocar. Et on rencontre aussi un certain nombre, et c'est relativement récent, d'auto-entrepreneurs, de start-upers qui ont des rendez-vous à Paris et qui finalement utilisent le Wi-Fi, utilisent les prises électriques au sein des autocars pour pouvoir travailler et ensuite faire le rendez-vous professionnel. Et l'autre partie de classification qu'on a, c'est également en fonction des comportements d'achat, c'est-à-dire, et c'est là que ça devient intéressant pour nous, parce qu'on commence vraiment à creuser ce sujet-là et on voit, notamment sur les emails qu'on peut faire, on commence à personnaliser nos emails en fonction de vos comportements d'achat. Si vous prenez la même origine, la même destination, tout seul le week-end, on va vous classifier sur
une catégorie de personnes qui va être susceptible de recevoir des offres similaires, évidemment. Mais on a voilà, quatre catégories de personnes, des commutateurs, des globetrotters qui, eux, pour le coup, adorent l'aventure et partent de n'importe où à n'importe quelle heure pour aller n'importe où également. Donc on a adapté nos communications là-dessus, d'un point de vue voilà, CRM, d'un point de vue taux d'ouverture, vous allez jusqu'à plus 25% d'ouverture et vous faites de la conversion de l'ordre de plus 10, plus 15% par rapport à ce que vous faisiez avant. Donc c'est plutôt efficace. Je parle trop. Donc plein de découvertes, c'est tout le sel du métier de marketeur que de déblayer le terrain comme ça. Je vais me tourner vers vous, Élodie, pour vous poser la même question. Quelle est un peu votre... déjà, nous donner quelques repères sur Best Western et votre vision de l'expérience client sur votre segment bien particulier de l'hôtellerie. Okay. Bonsoir à tous. Alors, Best Western, c'est la première coopérative dans le monde d'hôtels indépendants. On a 4000 hôtels dans plus de 100 pays. Et on a un portefeuille de 13 marques. Donc on va du 2 étoiles aux 5 étoiles. On a lancé 2 nouvelles marques récemment qui s'appellent Sadi et Eden. Et l'objectif, c'est vraiment d'avoir un portefeuille qui soit le plus large possible pour attirer le plus de clients possible. C'est un peu comme dans l'automobile. Vous avez, chez Mercedes, il y a plein de types de voitures différentes pour répondre à des besoins de clients différents. Et ben, dans l'hôtellerie, c'est un peu la même logique. Et donc du coup, on va de l'économique au haut de gamme. Alors, le marché de l'hospitalité, c'est un marché qui est très fortement disrupé, qui est très bousculé et qui connaît des grands bouleversements. Et on a selon moi, 2 critères et 2 éléments fondamentaux dans le cadre de la transformation digitale. Le premier, c'est les plateformes numériques. Alors, plateforme numérique, j'entends Airbnb, j'entends bien évidemment Expedia, Booking. Il faut savoir que Airbnb, en septembre 2017, il y avait 85 000 logements à Paris. Best Western en Europe, c'est 85 000 chambres. Donc c'est un acteur qui est colossal sur le marché. Booking, Expedia, c'est pareil, ce sont des gros acteurs. Donc on est partenaire et à la fois un peu concurrent, malgré tout. Mais ce qui est bien, c'est que ces acteurs-là, ils nous poussent à être dans l'agilité. En fait, le changement va tellement vite que du coup, il faut qu'on soit agile et en plus, il faut qu'on repense un peu notre offre de service pour qu'elle soit la plus complète possible. Et aujourd'hui, on ne vend pas simplement une chambre d'hôtel, on vend véritablement une expérience. Et c'est justement le deuxième élément fondamental pour moi de cette transformation digitale, c'est qu'il faut réinventer l'expérience client. Il y a quelques années, quand vous alliez à l'hôtel, vous trouviez des équipements que vous n'aviez pas chez vous. Vous aviez une télé écran plat qui était beaucoup plus grande que celle que vous pouviez avoir à la maison. Aujourd'hui, ça s'est un peu inversé. Aujourd'hui, vous avez Google Home chez vous, vous ne l'avez pas en hôtel. Vous avez de la domotique chez vous, vous ne l'avez pas dans tous les hôtels. Et du coup, il faut véritablement réinventer cette expérience client et il faut prendre en compte l'environnement du client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on incite les clients à télécharger des applications. Demain, ça n'existera plus. Enfin, ça, c'est ma conviction. Demain, je pense que ça passera par WhatsApp, ça passera par le wallet, ça passera par toutes les technologies natives du téléphone et ça sera aux marques de s'adapter et pas l'inverse, en fait. C'est un peu ma vision des choses. Et donc, du coup, il faut créer des nouveaux services digitaux liés au téléphone. Donc, on a l'ouverture de la chambre avec le téléphone. On a la facture sur mobile. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on est à l'hôtel, on a encore la facture papier. Au final, on est ravis d'avoir la facture qui arrive sur l'adresse email. Et il faut aussi développer l'émotion. C'est-à-dire que tous ces outils digitaux, tous ces services digitaux, on y viendra tous. Ce qui restera, c'est véritablement cette logique d'émotion, c'est construire une marque qui donne du sens. Et pour le coup, ça, c'est assez difficile. Donc la mission de Best Western, c'est d'un côté d'accroître la rentabilité des hôtels, donc de favoriser bien évidemment la réservation en direct. Réservation en direct, ça veut dire le client qui va réserver sur le site de Best Western ou qui va réserver en direct hôtel. Et l'autre pendant, c'est vraiment l'expérience client. Et pour ça, on a les datas, on a les données qui nous permettent de mieux connaître nos clients et du coup de personnaliser la relation avec les clients. Alors justement, vous êtes engagé dans ce chantier. Est-ce que vous pouvez nous partager d'abord votre démarche, les grands choix que vous avez eu à faire, et notamment qu'est-ce que vous pouvez et devez développer par rapport à toutes les fonctionnalités des grandes plateformes? Quelle est la stratégie pour une enseigne par rapport à l'état de l'art qui est, comme vous l'avez dit, avec un niveau très très haut?
Alors, on a la même logique qu'Expedia avec un accompagnement du client avant, pendant et après le séjour. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, l'expérience, elle ne se fait pas uniquement en hôtel. En fait, l'expérience client d'un client avec la marque, elle commence dès le site internet, mais même avant. Elle commence avec Google, elle commence avec tout. Dès que le client pense à une marque, de toute façon, il y a une expérience qui est en train de se créer. Donc, on a cette logique d'avant, pendant et après. Avant, on est dans une logique de préparation du séjour. Donc, on a un partenariat avec TripAdvisor pour faire remonter les avis sur notre site internet. On a également, on aide le client à préparer son séjour et on lui offre la possibilité de commander des services additionnels comme le parking, le petit déjeuner, un massage par exemple, donc en amont de son séjour. Donc ça, c'est purement un objectif business pour l'hôtelier. Donc l'objectif, c'est vraiment de faire de l'upsell. D'un côté, ça renforce l'expérience client, mais malgré tout, on a des objectifs business comme tout le monde. Pendant le séjour, du coup, on est plutôt dans une logique de feedback. Là, l'idée, ça va être de poser la question au client si il a une problématique avec son séjour. Parce qu'en fait, vous avez des clients qui se plaignent, il y en a d'autres qui ne se plaignent pas. Par contre, ils se plaignent derrière sur les avis sur TripAdvisor et du coup, ça fait beaucoup de mal à l'établissement. Alors que si le client s'était plaint lors de son séjour, on aurait pu désamorcer le problème. Donc aujourd'hui, c'est des emails qu'on envoie aux clients, mais demain, ça sera des SMS, demain, ça sera WhatsApp. En tout cas, l'idée, c'est véritablement d'avoir toujours des interactions avec le client. Et ensuite, on a la logique après le séjour, où là, on est vraiment dans une démarche de fidélisation. On va chercher à recueillir l'avis du client, savoir s'il a été satisfait pour son séjour, vis-à-vis de son séjour ou non. Et en parallèle de ce parcours client, on a notre programme de fidélité, bien évidemment. Et notre programme de fidélité, il associe à la fois du transactionnel, donc vraiment des avantages tarifaires tout au long de l'année, mais également cette logique émotionnelle dont je parlais tout à l'heure, où on va être sur de l'offre de service, donc du surclassement, la facilité d'arriver un petit peu plus tôt ou un peu plus tard en fonction du statut du membre dans le programme de fidélité. Et ce qu'on aime bien dire chez Best Western, c'est que c'est pas un programme de fidélité, c'est un club de fidélité. Donc on est en train et on travaille sur cette logique de club et de reconnaissance client. Et je vais vous donner un exemple. Il y a un mois et demi, on a organisé une soirée pour nos 50 meilleurs clients. On a fait une projection privée au Club 13. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le club de Claude Lelouch. Et du coup, on a diffusé Bohemian Rhapsody pour 50 de nos meilleurs clients. Et ça, pour nous, ça fait partie de l'expérience client. Alors, on a des logiques beaucoup plus macro, on va dire, avec de la personnalisation et de l'hyper-personnalisation. Et on verra tout à l'heure des exemples d'IA. Mais en tout cas, ça fait aussi partie de la reconnaissance et de la fidélisation. Alors, on va peut-être les voir maintenant, les exemples d'IA. Je vous propose qu'on fasse justement le tour de l'utilisation du couple data-IA chez les uns et chez les autres. Alors, comment vous avez mis en place l'IA et à quelle fin ? Alors, on a lancé 2 tests cette année, un premier sur du marketing prédictif et un deuxième sur un chatbot. Alors, sur le marketing prédictif, pourquoi on allait sur le marketing prédictif ? Parce que dans l'hôtellerie, il faut tomber juste. C'est-à-dire que dans l'hôtellerie, c'est rarement un achat d'impulsion. Je dis souvent, je compare avec la grande distribution, qu'on aille faire ses courses chez Monoprix le lundi ou le mardi, si on a un coupon de réduction pour le mardi, on ira le mardi. Si on n'a pas décidé d'aller à l'hôtel ce week-end et qu'on a sa femme et ses 2 enfants, on ne peut pas forcément prendre la décision de partir du jour au lendemain, même s'il y a une super offre qui nous attend. Donc il faut arriver à tomber juste. Et pour ça, on a fait un test avec du marketing prédictif et un algorithme du coup d'intelligence artificielle qui permet d'identifier les bonnes personnes dans notre base de données. Donc c'est basé sur des données transactionnelles et des données comportementales. Et en fait, l'algorithme est capable de dire ces personnes-là ont plus de chances de partir à cette période-là dans cet hôtel-là. Donc l'intérêt de ça, c'est que ça ne fatigue pas notre base de données marketing. C'est-à-dire qu'avant, on envoyait un message à 10 000 personnes. Maintenant, on envoie 10 messages à 1000 personnes. Et donc du coup, il y a une non-fatigue de la base qui se fait. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, l'algorithme est capable d'identifier les personnes qui vont dépenser le plus. On a vu tout à l'heure la différence de dépenses entre un client engagé et un client qui n'est pas engagé. Là, c'est pareil. L'algorithme, il est capable d'identifier ceux qui vont dépenser le plus par rapport à un historique de données. Donc ça, c'est un premier test qu'on a fait. On a eu des très très bons résultats sur ce test. On a des taux de réservation qui sont 3 fois supérieurs avec des campagnes prédictives qu'avec des campagnes classiques.
Et le deuxième test qu'on a lancé là, vraiment très très récemment, il y a à peu près un mois, c'est sur le chatbot. Et alors pourquoi on s'est lancé là-dessus? Parce que aujourd'hui, en fait, aujourd'hui depuis un petit moment déjà, mais le consommateur peut interagir avec les marques. C'est-à-dire qu'avant, on était beaucoup dans une logique de push, c'est la marque qui parlait au consommateur. Aujourd'hui, le consommateur, s'il veut plus parler avec les marques, il a les adblockers et il peut ne plus du tout parler avec les marques. Et en fait, l'enjeu et le rapport de force s'est un peu inversé. Et du coup, la relation client, on le voit, elle se crée maintenant sur les réseaux sociaux parce que justement, on est dans cette logique de conversation. Et on s'est dit qu'en fait, toutes les interactions qu'un client pouvait avoir avec une marque étaient une opportunité de converser avec ce client-là. Et donc, quand le client est sur le site, c'est une opportunité de converser. Donc, c'est pour ça qu'on a créé un chatbot sur notre site internet. Donc, ça fait un mois qu'on l'a lancé. C'est un chatbot qui mixe et du robot et de l'humain. On ne voulait pas aller sur du robot complètement dans un premier temps. On est parti sur un arbre décisionnel, donc on n'est pas sur de la sémantique. Donc c'est vraiment, vous choisissez des questions et en fonction des réponses que vous choisissez, le robot vous donne une réponse. Et on l'associe à l'humain, puisqu'aujourd'hui, l'ADN de Best Western, c'est véritablement l'humain. Moi, je pense que dans le tourisme, on peut digitaliser beaucoup de choses, mais je pense qu'on ne digitalisera pas tout. Et je pense que l'humain sera encore important et sera encore au cœur de la stratégie dans quelques années. Et sur ce chatbot, on a un taux de satisfaction qui est très très bon. Et ce qu'il faut voir, c'est que ça permet de convertir. On a véritablement des ventes qui se font grâce au chatbot parce que le client est rassuré, parce que le client ne sait pas forcément où trouver l'information et qu'on lui apporte la réponse. Si vous voulez en savoir plus sur les chiffres, n'hésitez pas à poser une question sur Bicast. Vous pouvez vraiment poser vos questions au fur et à mesure. Chris, vous, je suppose que l'IA et la data, c'est votre, j'allais dire votre essence, mais ne parlons pas de mots qui fâchent. À quel niveau vous avez mis de l'IA et quelle réflexion vous avez eue justement sur ce mix IA-humain? J'ai pris une note, Elodie, que nous devons avoir une conversation parce que tu vas être un grand ambassadeur pour nous pour améliorer les guest reviews grâce au real-time feedback d'Expedia en collaboration avec Best Western. Mais ça, c'est juste une side note. Je t'ai aussi entendu parler de notre relation partenariale et il y a une chose pour tous les acteurs, Simon, Elodie, la bonne nouvelle, c'est que l'industrie du travel est énorme. L'industrie, elle pèse annuellement 1,6 milliard de US dollars. Donc c'est un chiffre à 12 zéros si je ne me trompe pas. La pénétration online de la réservation, en tous les cas, elle est encore aux alentours de 50%. Donc il y a beaucoup de parts de marché à prendre pour tout le monde. Et c'est là où je refais le lien vers artificial intelligence, sorry. C'est de te dire que chez Expedia, nous reconnaissons la puissance disruptive positive que va avoir cette IA. Pourquoi est-ce qu'on vous dit ça? C'est parce que c'est un environnement où la réservation elle est très inspirationnelle. Donc il faut encore beaucoup jouer. Chez Expedia, nous jouons beaucoup. Nous faisons par jour 23 améliorations à notre site pour tester des choses. Et tout ça, ça nécessite des investissements qui sont extrêmement lourds, mais dont nous reconnaissons qu'elles vont porter bénéfice aux clients et au processus de réservation et à la satisfaction du guest journey, en tous les cas, dans le futur. Vincent, tu as parlé de plusieurs choses tout à l'heure dont j'ai pris note et tu as eu la chance de visiter un des Innovation Labs de chez Expedia puisque nous investissons énormément pour justement traduire ça dans quelque chose de tangible, de concret pour le client final qui va réserver. Donc ces investissements, il y a aussi beaucoup de zéros derrière, c'est 1,5 milliard de dollars par an. Et tout ça afin de justement aider le client. Qu'est-ce que le client peut faire? On peut le regarder encore de deux manières. Le client qui réserve et après notre partenaire auquel nous donnons aussi accès et grâce à cette IA. Première chose, ça serait de dire aujourd'hui, nous avons joué donc beaucoup à comprendre qu'est-ce que le client il recherche à travers ses requêtes, que ce soit écrit ou à l'oral. Donc il y a beaucoup de recherches qui doivent encore aller là-dedans. Aujourd'hui, le client il peut réserver
grâce à des chatbots déjà. Mais là où, donc ça se fait sur différentes plateformes, sur Skype, sur Messenger, mais là où nous voyons le plus de puissance aujourd'hui pour des chatbots, et donc cette reconnaissance artificielle de l'intelligence, c'est pour interagir avec les clients, pour améliorer justement le guest engagement. C'est dans des litiges, donc c'est pour les services clients. C'est là où nous avons le plus avancé par rapport à ça. Donc voilà, je crois que ça balaye un peu tous les sujets avec beaucoup de chiffres, encore une fois. Et Simon, je crois que tu peux rajouter des chiffres. Je suis confiant. Non, mais il y a aussi une utilisation de la data qui est faite par Flixbus, je crois, et vous allez nous l'expliquer. C'est l'utilisation de la data pour le design de réseau. Vous utilisez... Absolument. On a deux moyens de le faire. Un moyen très manuel, très vieille école, dont je ne parlerai pas, et un moyen un peu plus intéressant qui, aujourd'hui, est basé sur un certain nombre de data que nous possédons, que ce soit via nos clients, via leurs habitudes de consommation, ce qui nous permet à la fois de lancer de nouvelles lignes ou de renforcer des lignes existantes. Il faut savoir, il n'y a pas une seule ligne qui ne bouge pas chez Flixbus sur une période d'une année, que ce soit au niveau des horaires, au niveau des fréquences, de la capacité, des jours opérationnels. On utilise un certain nombre d'algorithmes, que ce soit via nos équipes donc qui sont basées à Berlin IT, mais également via, exemple, des équipes marketing. Truc tout bête, on va regarder le nombre de visites, en tout cas le nombre de requêtes que vous pouvez avoir sur une destination en particulier, sur un trajet en particulier, sur du AdWords, et on va le combiner effectivement à notre offre actuelle. Et on va se dire, tiens, il y a peut-être un potentiel à mettre en face. Donc on va évidemment tester, on est très test and learn chez nous, on a la chance de pouvoir le faire et pouvoir le mettre en place. Mais en tout cas, le SIA par exemple arrive à s'intégrer dans cet algorithme-là et ça nous permet effectivement, en fonction des requêtes qu'on peut avoir sur des destinations, des trajets associés ou non à bus, de mettre en place et de tester un certain nombre de lancements, de renforcements de lignes, etc., etc. Et on ne le fait pas simplement au doigt mouillé. Aujourd'hui, on a près de 200 000 liaisons quotidiennes, que ce soit en Europe ou aux US qu'on a lancé récemment. Et ça nous permet effectivement aujourd'hui, malgré nos seulement 5 ans d'existence, d'avoir un bon historique sur ce qui marche pas, les opportunités qu'on peut avoir. Et encore une fois, on combine cela aussi avec les régions, avec les institutions, les établissements privés, lorsqu'il s'agit de se dire tiens, il va falloir qu'on desserve Euro Disney. On va aller voir Euro Disney, on va combiner les datas qu'on peut avoir potentiellement, en tout cas d'un point de vue global, et voir quel est l'intérêt pour les clients, puisqu'on parle effectivement de placer le client au cœur de la décision. Aujourd'hui, ce n'est pas Flixbus qui prend la décision de tracer une ligne, mais c'est plutôt la demande. Et c'est ainsi qu'on combine toutes les datas qu'on peut avoir pour pouvoir proposer l'offre la plus adaptée possible, d'un point de vue effectivement destination, d'un point de vue heure et d'un point de vue fréquence. Ok. Alors, oui, l'appel à questions a très bien marché. On a très peu de temps, donc on va en prendre une. Juste, Chris, sur les 1,5 milliard d'investissements que vous avez cités, qu'est-ce que ça recouvre exactement? Et ensuite, on continuera notre programme parce que le timekeeper nous a rappelé à l'ordre. Ok, réponse très directe. C'est 1,6 milliard de US dollars annuels investis en amélioration technologique. Donc, c'est vraiment toute notre recherche et développement, incluant les Innovation Labs. Donc, tout amélioration de nos sites et de l'expérience client sur le site, et aussi la mise à disposition de la data et de la technologie pour nos partenaires, parce que tout à l'heure, quand on parlait de Artificial Intelligence, j'ai parlé du côté client, mais côté partenaire hôtelier, bien sûr, on veut aussi les aider à mieux optimiser le remplissage de leurs hôtels et aussi le potentiel de gagner de l'argent. Donc, si on pense à Artificial Intelligence, comme chez Best Western, d'autres chaînes, il y a des manières prédictives de faire le bon pricing et optimiser son revenu. Et ça, nous leur permettons également à travers notre vision de la data. Donc, ça répond très longuement. J'ai tenu une fausse promesse, j'ai dit court. Mais... Pas de problème. Merci beaucoup pour cet échange. Sur les autres questions, je vous invite vraiment à échanger à l'issue de la soirée autour d'un verre. Et merci beaucoup à vous.
Voilà, merci à tous. Et du coup, on va rentrer dans la période de pitch et du coup de présentation de startups innovantes qui participent à la transformation du secteur. Donc j'appelle sans plus tarder Olivier Issali de MyAtlas. On peut l'applaudir. Bonsoir. Bonjour tout le monde. Donc, je vais vous présenter myatlas.com, qui est un projet sur lequel on travaille depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Alors, le thème de la présentation, c'est expérience de communauté, hyper-personnalisation. J'ai surtout effectivement beaucoup parlé de l'expérience du voyageur. Pour revenir, on va dire, au basique, je suis reparti en fait de tout le cycle du voyage, en fait, de reprendre en fait le cycle depuis l'inspiration jusqu'au partage. Donc l'inspiration, trouver l'idée, où partir, où aller, préparation, concrètement comment je commence à organiser mon voyage. Phase de réservation, là c'est concrètement là où il y a de l'argent qui circule, sortir sa carte bleue. Le voyage en tant que tel, et puis le partage. Pour moi, j'ai toujours ce cycle en tête, ça me paraît vraiment très important dans le cadre d'une agence de voyage, d'autant plus que c'est un cycle qui peut durer vraiment très longtemps, de quelques mois à potentiellement des fois 1 an, 2 ans pour des très gros voyages. Alors, je vais commencer par la fin, je vais commencer par le partage en fait, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors en fait, dans cette phase de partage, donc tout ce qui se passe après le voyage, souvent, les agences de voyage, en fait, ce qui va les intéresser, c'est de demander un avis, c'est de demander une note, un ranking un NPS de 1 à 10 ou autre. Pour moi, ça, c'est vraiment, je le vois comme l'intérêt court terme en fait, de l'agence. Pour autant, pour moi, ça parle pas forcément en termes d'expérience pour le voyageur. C'est pas forcément ce qui l'intéresse à ce moment-là du voyage. Alors, c'est quoi l'expérience et la motivation du voyageur après le voyage? Pour moi, il y a plein de mots-clés qui interviennent. Il y a une fierté, on est content d'avoir fait un voyage, on est fier de ce qu'on a pu réaliser, notamment quand c'est des beaux voyages. C'est un souvenir qui est fort. On a envie de tenir au courant sa famille, ses proches, ses amis de ce qu'on a fait, de le partager. On peut être vraiment passionné de voyage et avoir envie de le partager avec d'autres passionnés de voyage. Donc le plaisir de partager, ne pas oublier, pouvoir se souvenir de son voyage même 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans plus tard. Et entre autres, ça passe par notamment valoriser ses photos, ne pas les laisser dormir sur un disque dur et ainsi de suite. Alors, ayant tout ça en tête, en fait, en 2016, on a créé myatlas.com. myatlas.com, c'est quoi? À l'origine, c'est une plateforme de carnet et blog de voyage qui permet tout simplement à n'importe qui, très facilement, de créer un carnet de voyage et de le partager facilement. Alors, c'est un outil qui est gratuit. On a commencé sur le web, on a ensuite développé sur mobile. Quand je dis que c'est vraiment très facile, on a des personnes âgées de 70, 75 ans qui nous ont fait des carnets de voyage en scannant leurs photos des années 90. C'était vraiment assez marrant. Mais vraiment, on a de tout comme voyage à travers le monde, de tout type, de toute durée. Je prends juste un exemple, là, The Happy Family, qui est un des auteurs sur myatlas.com, avec un voyage en Grèce, en famille, dans la Grèce continentale. Et voilà, donc on va retrouver, ils vont pouvoir raconter leur voyage. On a un outil qui met en page vraiment très facilement, très simplement, et qui valorise vraiment le voyage. Donc on peut vraiment en être fier après. Ce qui est intéressant avec cet outil de carnet de voyage et ce qu'on a découvert un peu de manière surprenante, c'est que les gens préparent leur carnet de voyage souvent plusieurs mois avant de partir en fait. On pourrait penser que c'est quelque chose qu'ils vont faire peut-être pendant le voyage ou après une fois rentrés, et en fait souvent les gens le préparent longtemps à l'avance. Donc en fait on sait même, on en sait beaucoup en fait sur les futurs voyages plusieurs mois à l'avance, alors même qu'ils sont pas encore partis. Alors tout ça en fait, et ouais, pour revenir sur le souvenir, l'importance de garder un souvenir, on va jusqu'à imprimer des livres photos en fait. Une fois que vous avez fait votre carnet de voyage en ligne, en un clic, on va vous générer toute la mise en page d'un livre photo et vous allez pouvoir le commander et le recevoir chez vous. Et donc là, vous avez vraiment un souvenir, un vrai bel objet pour vous souvenir de votre voyage.
Ça paraît anecdotique, mais ça marche vraiment très bien. Lors du dernier Black Friday, notamment, on a fait 2 mois de vente en l'espace d'une journée, en fait. Preuve que vraiment, il y a une demande pour les gens pour matérialiser leurs souvenirs de voyage. Alors tout ça, en fait, ça nous amène à la phase d'après d'inspiration, parce que l'idée de MyAtlas, dès le début, est en fait de faire un pont entre les partages et l'inspiration. C'est-à-dire que les voyages des uns puissent aider les futurs voyages des autres, et donc de boucler là-dessus. Alors au niveau inspiration, ce que nous a permis la plateforme myatlas.com, en 2 ans, on a atteint 30 000 carnets de voyage postés sur le marché francophone, et 2 500 000 photos de voyage partagées. Alors, tout ça, à quoi ça sert? Tout ça, à quoi ça sert? En fait, je vois souvent beaucoup de projets, et on a cru un peu aussi dans cette voie-là au début, qui cherchent à travailler sur la phase d'inspiration, à résoudre des problèmes sur la phase d'inspiration. Et rapidement, on s'est rendu compte que, en tout cas, je pense que l'inspiration, ce n'est pas un problème pour les gens. Personnellement, je n'ai jamais entendu d'amis ou autres me dire « cette année, je ne suis pas parti en vacances parce qu'en fait, je n'ai pas trouvé où partir ». Pour moi, on trouve toujours une destination où partir. On peut manquer d'argent, on peut manquer de temps ou de congés, mais on trouve toujours un endroit où partir. Donc pour moi, ces contenus d'inspiration, ils sont surtout utiles en fait, pour nous, en tant qu'agence, parce qu'en fait, en fait, ils nous permettent de faire un énorme levier en termes de trafic. Pour un contributeur en fait, actif par mois sur le site, on a environ 20 visiteurs. C'est assez énorme. Et tout ça, grâce à quoi? Grâce à la viralité, bouche à oreille, et les partages. Les gens partagent énormément leur carnet de voyage, pendant le voyage, après le voyage. Et tous ces contenus-là nous ont permis de construire un référencement naturel assez important. Tout ça nous a permis de grimper jusqu'à 100 000 visiteurs uniques par mois maintenant sur le marché francophone, grâce à ces contenus d'inspiration. Et ça nous est utile, bien entendu, en termes de notoriété et de fidélisation. L'enjeu pour nous avec ces contenus est tout simplement qu'on se souvienne de nous le plus fréquemment possible. Quelqu'un peut nous connaître parce qu'on lui a envoyé un carnet de voyage, et nous, tout notre enjeu après, c'est qu'il pense à nous au moment quand il va partir, soit pour voyager avec nous, je vais venir après, soit pour partager ses voyages à son tour et devenir un nouveau contributeur. Alors après la phase d'inspiration, on arrive sur la phase de préparation. Bon, je vais revenir un tout petit peu sur les formats des carnets de voyage. Ça, c'est un exemple de carnet de voyage, j'ai découpé en 3, sur la Slovénie. En fait, dès le début, on a pris le parti en termes de design, et pour nous, c'était vraiment très important d'avoir tout le voyage d'un seul tenant sur la même page. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est très différent d'un blog de voyage classique où, dans une logique d'audience où on cherche à maximiser le nombre de pages vues, on va avoir tendance à faire, pour un voyage d'une semaine, à faire 10, 15 articles différents. Sauf que le lecteur qui arrive là-dessus sur un article, il voit qu'un seul petit morceau du voyage, et ça n'aide pas en fait à préparer, à organiser. Quand vous arrivez sur un carnet sur MyAtlas, en fait, en quelques scrolls, vous comprenez tout de suite tout le voyage, tout le déroulé. Et l'idée pour nous était vraiment d'aider les gens à se projeter le plus facilement possible sur le voyage. Et très souvent, ce qu'on a dans les commentaires, ce qu'on peut lire, c'est c'est vraiment génial, je sais où je vais aller l'été prochain. Voilà. Les gens comprennent rapidement un voyage d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ils comprennent rapidement à quoi il peut ressembler, à comment ça va se dérouler. L'idée derrière ça, en fait, et c'est ce qu'on a travaillé cette année, c'est d'aller au-delà de la phase d'inspiration et d'aider sur la phase de préparation et de réservation. Et donc, ce qu'on a lancé cette année, c'est une idée toute simple, c'est qu'à partir, on sélectionne les meilleurs carnets de voyage, comme par exemple ce carnet de voyage sur la Slovénie, et à partir de ces carnets de voyage, on crée des circuits qui sont directement inspirés du carnet de voyage et que vous allez pouvoir personnaliser et réserver ensuite. Donc vous allez retrouver exactement le même itinéraire, vous allez retrouver un mot de l'auteur dans le bloc bleu qui explique pourquoi il a bien aimé ce voyage, vous allez pouvoir aller rebasculer sur le carnet de voyage si vous voulez. Vous avez vraiment un lien direct entre les deux, donc on part d'un voyage authentique qui a été partagé et on va en créer un circuit qui va être personnalisable. Donc là on est vraiment dans
je ne sais pas si on peut appeler ça hyper personnalisation, mais on est vraiment, vous avez un contenu qui vous attire, qui vous fait rêver, et en 2 clics, vous allez pouvoir aller jusqu'à l'acheter. Donc c'est très différent de voir une photo qui vous plaît quelque part, et puis ensuite vous allez voir dans une agence et jamais retrouver forcément exactement le même contenu ou le même destination. Vous allez pouvoir donc tout personnaliser ensuite, vous allez pouvoir choisir vos dates, vous allez pouvoir évidemment choisir un nombre de voyageurs, vous allez pouvoir ajouter des journées, enlever des journées, donc étirer sous forme d'accordéon, on va dire, le circuit, l'itinéraire. Et si vous pouvez, avec du drag and drop, déplacer certaines activités d'un jour à l'autre et le personnaliser. Bien sûr, ça aurait été dommage de s'arrêter là une fois que l'utilisateur a quand même commencé à tout personnaliser. Et donc, on est rentré jusque dans la phase de réservation, puisqu'on est une agence de voyage officiellement immatriculée. Et donc, une fois que vous allez avoir tout personnalisé, vous allez pouvoir aussi choisir un confort d'hébergement, confort de location de voiture. Alors, on va étoffer ça petit à petit. On a lancé la partie agence depuis 3 semaines à peu près. Donc on a encore pas mal d'options à ajouter. Mais ce qui est important pour nous, c'est qu'instantanément, on vous propose un prix en fait. Vous n'avez pas besoin d'aller demander un devis et d'attendre, de faire plusieurs échanges de mails ou d'attendre quelqu'un qui vous rappelle ou autre. On vous propose un devis très, très rapidement, avec un prix sur lequel on s'engage. On joue en fait sur 3 tableaux. Donc on joue sur l'authenticité. On s'appuie sur des circuits qui sont inspirés d'authentiques voyages. Les itinéraires sont inspirés de vrais voyages. On ne va pas vous faire un détour parce qu'on a un deal avec tel hôtel plutôt qu'un autre ou parce qu'on a un deal avec tel autre restaurant plutôt qu'un autre. Vraiment, l'itinéraire, c'est un itinéraire qui est optimisé pour votre voyage. On joue évidemment beaucoup sur la personnalisation et sur l'instantanéité pour ne pas perdre de temps. Enfin, pendant le... On veut aller encore plus loin avec et ça c'est une motivation dès l'origine de MyAtlas, qui est liée à nos expériences passées dans le web et dans les communautés. On veut faire en sorte qu'en fait, à chaque fois qu'il y ait des ventes qui sont déclenchées, l'auteur qui est dans le circuit, l'auteur du carnet de voyage dont le circuit est inspiré puisse aussi gagner quelque chose, puisse gagner des bons d'achat pour qu'à son tour il puisse voyager de plus en plus. Donc plus je partage de carnets de voyage et plus ces carnets de voyage déclenchent des ventes et plus je vais potentiellement avoir des bons d'achat pour de l'hébergement, de la location de voiture ou autre et je vais pouvoir voyager. Et donc là on est vraiment dans la passion, on anime la passion de la communauté. Enfin, pendant le voyage, bien évidemment, on accompagne les voyageurs pendant le voyage en tant qu'agence et toujours avec la plateforme MyAtlas, on a une application sur Android actuellement et bientôt sur iOS aussi, qui lui permet aussi de raconter son voyage pendant le voyage et il va aussi retrouver son itinéraire sur son application mobile. Et ça, c'est aussi un très gros vecteur de croissance parce qu'en fait, les gens peuvent s'abonner au carnet de voyage pour avoir des notifications. Donc, en général, il y a toute la famille, les amis, les proches qui s'abonnent et qui découvrent à leur tour MyAtlas comme ça. Voilà, en parcourant tout le cycle, toutes les étapes sur lesquelles on intervient, ça fait beaucoup de choses. On a découpé ça en 2, on va dire. On a notre site historique Inspiration, qui est myatlas.com, qui est la plateforme de carnet et blog de voyage sur lequel vous allez pouvoir partager vos voyages et ces partages permettent d'aider des futurs voyageurs à trouver des idées, s'inspirer et organiser leur futur voyage. Et on a l'agence de voyage, l'agence MyAtlas, qui est sur myatlas.travel, qui est là notre site vraiment transactionnel et qui travaille sur les étapes de préparation, réservation et voyage. Et donc en fait, on est en train de construire une agence qui accompagne le voyageur sur tout le cycle du voyage. Et donc là, on est vraiment dans une logique de fidélisation sur un espace, un temps assez long. En quelques mots, en fait, la communauté MyAtlas partage ses plus beaux voyages et l'agence MyAtlas les organise pour vous. Voilà. Merci. Bravo Olivier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et sans plus tarder, j'appelle Reda Bereili de Genki qu'on attend. À tout de suite. Merci. Alors j'ai besoin d'outils. Parfait. Hop, c'est dans quel sens? Voilà. Alors bonsoir tout le monde. Je vais essayer de faire un peu vite parce que j'imagine que tout le monde a envie de passer au cocktail. Donc je m'appelle Reda. Mon background, c'est que j'ai monté donc ma toute dernière boîte qui s'appelle Square Break, qui faisait la location de maisons de vacances avec service hôtelier, qui s'est fait racheter par le groupe Accor Hotel au mois d'août 2017. Et
de par cette expérience, dans l'hospitalité et dans le travel, j'ai découvert pas mal de choses qui ne fonctionnaient pas. Et ces choses-là sont fortement liées à en fait, une technologie qui n'a jamais été pensée dans l'expérience in-stay et donc ne correspond pas à ce que le guest attend. Je ne sais pas pour vous, mais moi, en règle générale, quand j'arrive dans une chambre d'hôtel et que je me retrouve confronté à ça, je finis un peu comme ça. Et je finis par appuyer tout en bas en espérant que ça marche. Et quand j'ai envie d'éteindre la lumière, j'ai l'impression de me retrouver face à ça. Et en fait, ça devient vraiment très compliqué la nuit, quand j'ai envie d'éteindre toutes les lumières, d'arriver à me retrouver dans le noir le plus total. Et il y a même des hôteliers qui sont très contents de dire qu'ils ont 24 interrupteurs dans leur chambre parce que ça permet de personnaliser la lumière dans la chambre d'hôtel. Et en fait, nous, on considère que ce n'est pas normal et que en fait, la technologie est censée faire disparaître la complexité. Et en fait, pour nous, la révolution de l'hospitalité vient quand la technologie va rencontrer le service. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, en fait, la voix, c'est la méthode la plus évidente pour arriver très simplement à obtenir ce qu'on a envie d'obtenir. Sauf que, et c'est là où en fait je vais faire quand même être totalement contre-pied par rapport aux technologistes innovateurs qui disent que la voix va tout régler, mais en fait la voix ne résout pas tout. L'intelligence artificielle, comme on vous le disait précédemment, elle ne répond pas à toutes les problématiques. Aujourd'hui, on n'a pas encore un niveau technologique qui permet d'avoir une vraie conversation avec une intelligence artificielle. Et d'ailleurs, il y a aussi des grosses problématiques sur la compréhension des accents. Et ça, c'est quelque chose auquel on ne peut pas couper. Il y a aussi des vrais enjeux de vie privée. Moi, je n'ai pas envie de me retrouver avec un smart speaker qui va pousser dans le cloud tout ce que je dis pendant mon séjour dans un hôtel. Et aussi et surtout, et c'est là où je me mets fortement du côté des hôteliers, c'est la gouvernance des données. Quand je vends des services et quand des services sont demandés par mes guests chez moi, pour moi, cette expérience in-stay, elle m'appartient. Elle n'appartient pas à un Google, elle n'appartient pas à un Amazon, elle m'appartient et je vais pouvoir l'utiliser pour mon CRM, la structurer pour qu'elle me serve. Et non pas qu'elle serve les grosses plateformes qui finissent par se resservir dans notre dos. Et en fait, c'est pour ça qu'on a créé un objet qui est en fait une nouvelle génération de téléphones pour l'hospitalité, avec un hub universel pour les IoT, la Smart Home et la Smart Room, et un App Store ouvert et décentralisé. Et je vous présente donc l'Octogone, qui est un Local and Decentralized IoT Hub and App Store. En fait, c'est plus qu'un smart speaker. C'est un device qui regroupe par exemple tous les protocoles de communication sans fil existants, ce qui vous permet, vous, en fonction de votre installation, de pairer très facilement tous vos devices. Ça contient un disque dur 512 Go SSD, ce qui permet de décentraliser l'effort et qui permet aux hôteliers de ne plus installer des infrastructures serveurs très coûteuses qui permettent de contenir du contenu et d'autres services. Les 3 premières applications qu'on a développées sur ce device, c'est l'automatisation d'une chambre ou d'une maison, le leisure et l'entertainment et les services de conciergerie. Par exemple, vous pouvez vous adresser à Genki et lui demander tout simplement d'éteindre la lumière. Ou lui demander de réserver une excursion en bateau qui passe donc par la conciergerie et par les systèmes des PMS centraux des hôteliers. Ou alors tout simplement demander à ce que Genki lance le show favori de mes enfants. Et donc en fait, l'écosystème de l'Octogone, c'est un écosystème d'applications, et donc on se retrouve comme si on était chez nous, mais avec une expérience différente, une expérience beaucoup plus poussée dans l'hôtel. Sur la partie conciergerie, tout simplement, on permet de réduire les interactions avec le front desk et d'avoir une automatisation sur les besoins. Donc si je demande à ce que Genki m'envoie des nouveaux draps ou de nouvelles serviettes, en fait, l'action va directement auprès des acteurs opérationnels de l'hôtel et je suis servi. Pareil pour le room service. Et donc en fait, c'est là où c'est intéressant, c'est de voir en fait, par rapport aux tests qu'on a déjà commencé à lancer,
quels sont les résultats? En fait, c'est là où c'est hyper intéressant, c'est que nous, en fait, on s'est concentré sur le private rental et donc sur des maisons de vacances, parce que c'est très facile de s'interconnecter avec ces process-là. On est dans un écosystème où il n'y a pas de PMS complexe, et les PMS qui sont utilisés ont des API ouvertes, et donc on s'est lancé d'abord là-dessus. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en ajoutant une interface qui est l'Octogone avec la voix et agrémenté d'une interface télé et tablette. Donc tout ça, c'est un écosystème qui est interconnecté. On est passé pour une propriété en moyenne de 15 demandes de services, donc sur de l'upsell, à plus de 27. Et on a eu une augmentation de 80% de demandes de services upsell et une augmentation de 70% de services de valeur de services vendus. Notre objectif, c'est d'aller bien plus loin que ça. Mais aujourd'hui, les résultats en alpha privé, donc on est vraiment sur de la pré-bêta, sont déjà très encourageants. Et donc l'objectif, clairement, c'est l'augmentation des revenus upsell, l'optimisation de l'opérationnel, et aussi, grâce à l'interconnexion de cet objet connecté avec les éléments de la maison, arriver à faire des économies d'énergie, arriver à optimiser la gestion des ressources, et donc améliorer la top line et améliorer aussi la bottom line. Voilà, merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Oui. Représentatif? Alors, c'est pas un hôtel, c'est des maisons de vacances, c'est des appartements. Alors, on est sur les mêmes appartements, les mêmes typologies, donc on est sur de l'upscale. Et en fait, ça n'a pas augmenté significativement le panier moyen, mais par contre, ça a augmenté le taux de commande, le nombre de commandes. Donc, après, si on considère que le panier moyen, c'est le panier moyen de service d'un stay, oui, ça a augmenté le panier moyen de service d'un stay. Exactement. Très bien. Une question et après on passe au sushi, c'est important. Parce que... Oui. Exactement. En fait, initialement, l'Octogone, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été conçu dans une réflexion private rental. Et en fait, l'une des problématiques essentielles que je n'ai pas citées ici, parce que sinon ça aurait fait 1000 feuilles, l'une des problématiques essentielles dans la gestion opérationnelle de la vacation rental, c'est le Wi-Fi. Et donc en fait, la première feature qui directement fait en sorte que chaque property manager a envie d'avoir un Octogone chez lui, c'est le monitoring à distance du Wi-Fi. En fait, dès que le Wi-Fi ne marche pas, on reçoit une notification. Donc on a des petits systèmes qui permettent de notifier à distance dès qu'on a une problématique de connectivité. Et derrière, en fait, on a vraiment réfléchi à tous les cas possibles de format de maison. Donc juste pour faire un petit rappel rapide, j'étais le fondateur et CTO de Square Break. Et avant de commencer à fabriquer ça, j'ai regardé la typologie de toutes nos maisons. On avait 800 maisons dans notre portefeuille. Et ça marche dans 90% des cas. Merci beaucoup. Merci pour ces interactions. On continue à l'apéro. Merci à vous d'être venus ce soir et je vous passe de passer directement à l'apéro maintenant. Voilà.